Bien. Ah non, mais moi, je suis la dernière, je vais prendre mon temps. Ah mais non, j'ai résisté jusque-là, genre dernière position pour prendre tout mon temps. Rachida, En fait, le président t'accorde le temps que tu veux. Hein? Ah, merci beaucoup. En fait, je vais encore une fois remercier l'Association des pédiatres de Tanger de m'avoir invitée à cette magnifique réunion. Et je remercie surtout l'assistance d'avoir vraiment patienté pour m'écouter. Et ça me fait vraiment, ça me fait chaud au cœur, honnêtement. Bien. Et voilà, on va parler d'un sujet très, très pratique et très, très court. C'est-à-dire que ça, je peux répondre en 2 ou 3 diapos. Mais en fait, on va faire quand même une petite démarche diagnostique. Quand j'ai appelé Khalid, il m'a dit qu'il faut que tu sois pratique, précise, et on veut des réponses. Bon, alors c'est la toux nocturne isolée de l'enfant. Quelle place pour les nébulisations? Est-ce que vous voulez que je vous réponde tout de suite ou là, on va aller petit à petit? Bon, la toux, vous savez que c'est un problème hyper angoissant pour les parents. Mon enfant tousse depuis longtemps, je ne veux plus l'entendre tousser. La toux, elle me déchire le cœur. Je ne vais pas, quelle que soit sa sévérité. Hein. Il y a des parents qui vont supporter des quintes de toux horribles. Ils vont se dire, bon, ça va passer. Il y a des enfants qui ne supportent pas que leur enfant il fasse. Donc, c'est vraiment compliqué. Et ça, c'est il y a beaucoup de, comment vous dire, d'étiologie et en fait, ça nécessite quand même une démarche clinique et paraclinique rigoureuse quand on veut arriver à un diagnostic. Et en fait, le niveau des explorations et du traitement dépend de l'angoisse des parents et du médecin. D'accord. Donc, il y a beaucoup de situations qui sont très, très rassurantes, mais on voit une surmédicalisation des enfants. Bien, de quoi on parle? Vous avez ici les différents tours et il faut vraiment les préciser parce que c'est important. Alors, où est-ce qu'il est le petit pointeur? Ah, voilà. Il marche? Non, il marche plus. Ah, si, il marche. Oh là là, mais après ça recule. Non, non, je veux pas le faire marcher. Ah, c'est vraiment. Voilà. Alors, vous allez comprendre. On a en bleu la toux, ce qu'on appelle la toux aiguë persistante, quand la toux, elle dure. Elle commence après une infection virale ou là, lors d'une infection virale, elle augmente quelques jours, puis elle commence à diminuer. Et cette diminution, elle n'est pas très rapide. Et ça, il faut le comprendre pour pouvoir rassurer les parents. Ce sont les toux post-virales. Et ça peut durer 2, 3 semaines, même parfois 4 semaines. Vous avez en mauve ce qu'on appelle les toux récidivantes, c'est-à-dire qu'à l'occasion de chaque infection virale, l'enfant va tousser. Il faut quand même comprendre qu'en saison automno-hivernale, pendant la saison hivernale, l'enfant va pouvoir faire des fois jusqu'à 7, 8 épisodes par an. Donc parfois un par mois, voire 2 par mois. Donc il va commencer à tousser, la toux va diminuer, et puis juste après, hop, il va recommencer à tousser 1 semaine après ou 2 semaines après. Et parfois, quand les intervalles sont très courts, les parents ont une impression de chronicité. Ils ont l'impression que la toux, elle ne va jamais s'arrêter. Et en rouge, vous avez la véritable toux chronique qui, elle, va commencer et elle va continuer, aller en s'aggravant et dépasser les 4 semaines. Alors, chez l'enfant, une toux chronique est définie par une toux quotidienne, tous les jours, de plus de 4 semaines. Alors que vous allez voir la définition chez l'adulte, c'est plus de 8 semaines. D'accord? Mais chez l'enfant, c'est 4 semaines. Juste 2 mots sur le mécanisme de la toux. Ce que je veux que vous compreniez, que chez l'enfant, le système immunitaire est en train de se mettre en place, le massif facial n'est pas encore tout à fait mature, et les récepteurs de la toux, ils se trouvent beaucoup concentrés dans la sphère ORL. On en retrouve quelques-uns, mais en plus faible concentration dans l'arbre bronchique. Et bien sûr, les stimulations inflammatoires, allergènes, etc. vont stimuler ces récepteurs et donner de la toux. Et il faut aussi savoir que l'angle nasopharyngé est très ouvert chez l'enfant. Ce n'est pas un angle droit comme chez l'adulte. Et donc, un écoulement postérieur des sécrétions est très fréquent, voire pratiquement systématique lors des rhinites. Et dès qu'on a les récepteurs qui sont titillés par ces sécrétions au niveau du larynx et de la trachée, ben, ça commence à tousser. Alors, on va juste s'attarder un petit peu sur cette plaque, juste pour vous dire que moi, alors attendez, moi, ce que je vais traiter, c'est cette partie. Mais ceci dit, pour pouvoir traiter cette partie, il faut éliminer tout ça. Donc, quand on a une histoire de tout prolonger chez l'enfant, il faut faire une histoire clinique détaillée, il faut préciser les caractéristiques de la toux. Alors, est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est grasse? Est-ce qu'elle a commencé il y a très longtemps? Ou là, ça fait pas si longtemps que ça, 2 ou 3 semaines.
Est-ce qu'elle est que nocturne? Est-ce qu'elle est diurne et nocturne? Est-ce qu'elle s'aggrave avec l'effort? Bref, c'est toute une caractéristique que vous allez trouver dans les livres de sémiologie. Je ne vais pas la répéter ici. L'examen clinique, très très minutieux, pour rechercher ce qu'on appelle les signes d'alerte ou les signes de gravité ou les signes qui vont nous orienter vers un diagnostic. Et puis, une radio du thorax de face en inspiration, expiration si possible, parce que ce n'est pas toujours facile chez l'enfant. Et en principe, avec l'histoire clinico-radiologique, on peut arriver à un diagnostic. Alors, soit on a des signes d'alerte présents avec des situations cliniquement évidentes. Et là, vous voyez il faut compléter le bilan orienté. Et là, on a une multitude d'étiologies. Je vous ai mis les principales, celles qui sont les plus faciles à diagnostiquer. L'auscultation cardiaque pour retrouver une cardiopathie ou des signes d'insuffisance cardiaque avec un œdème pulmonaire. L'asthme, quand il est typique avec des bradypnées expiratoires et des sifflements et des gènes respiratoires. Le corps étranger bronchique, quand on retrouve dans l'histoire clinique, il faut toujours rechercher le syndrome de pénétration chez un enfant qui a commencé une toux qui est prolongée, mais qui l'a commencé à un moment précis. La tuberculose chez nous au Maroc, elle pose toujours un problème. Donc, rechercher l'asthénie, la fatigabilité, la fièvre un petit peu élevée, les sueurs nocturnes, c'est important. Et puis, faire la radio du thorax, bien entendu. Une compression de l'arbre bronchique par des adénopathies, par une tumeur. Il ne faut pas oublier l'anomalie des arcs aortiques. Une radio simple du poumon peut nous orienter en ne montrant pas le bouton aortique à sa place. La dilatation des bronches, bon, ça on en a parlé. Alors, la pathologie laryngée, je reçois beaucoup d'enfants pour asthme. Et quand on les écoute tousser, c'est typiquement au laryngé ou laryngotrachéal. Ce sont des toux rauques, aboyantes. Parfois, il y a un stridor carrément, mais ce sont des enfants qui nous arrivent avec des corticothérapies inhalées traitées comme asthme. C'est comme ça, ou bien vous avez des toux comme ça dans vos cabinets, ou bien c'est des enfants qui toussent. Alors, la dyspnée inspiratoire avec une toux rauque, c'est une étiologie laryngée, ou en tout cas haute trachéolaryngée. D'accord? Et puis, il y a l'obstruction chronique des voies aériennes supérieures, ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil de l'enfant. Ça, c'est une entité qui existe, mais là, dès l'entrée, à la porte d'entrée, là, quand il arrive, vous faites le diagnostic parce que c'est un enfant qui a le nez bouché, ça coule beaucoup. En général, les sécrétions, elles sont épaisses, elles sont jaunes. Il a une respiration bouche ouverte, comme ça, tout le temps. Et vous l'entendez respirer, sa respiration est audible. Et il ronfle carrément, même réveillé. Et puis, il a ce qu'on appelle un adénoïdisme, enfin, le cou un petit peu enflé là. Et puis, quand vous l'examinez, vous ouvrez la bouche, vous avez un jetage postérieur purulent, ou en tout cas très épais. Et des fois, vous avez des amygdales énormes. Et ça, c'est direct l'ORL. OK? Bon, la liste est très longue, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que moi, ce qu'on m'a demandé de traiter, c'est la toux isolée nocturne, c'est-à-dire chez un enfant qui n'a pas de signe d'alerte ni d'orientation. Sa radio du thorax est normale. Et là, en fait, il y a deux situations. Je crois que ça, c'est ce qu'il faut vous mettre en tête, schématiser. Soit la toux est grasse, soit la toux est sèche. Et en fait, la toux sèche, c'est des fois sèche, gras, sec. Et en fait, si la toux est toujours grasse, c'est une entité. Si la toux est le plus souvent sèche, c'est une autre entité. C'est ce qu'on va discuter maintenant. Alors, juste pour un petit cas clinique, à Ellie, 3 ans, pas d'antécédents, il va bien, il a un courbe saturo-pondérale parfaite. Il a été mis à l'école en crèche la première fois en septembre. Il y a une rhinite allergique chez le papa, mais il tousse, surtout le soir. Les parents sont désespérés. C'est moins fréquent la journée, mais c'est surtout le soir. Ils ne dorment pas, plus personne ne vit. C'est une toux sèche, parfois grasse. Après, elle redevient sèche. Elle s'accompagne très souvent d'une rhinite séreuse. Il y a un intervalle libre entre la toux, mais ça, c'est hyper important de le demander. Parce que quand il y a un intervalle libre, ça veut dire qu'on n'est pas dans la chronicité. Ça veut dire qu'on est dans les toux récidivantes. Des fois 3 jours, des fois 7 jours, des fois que 2 jours, et puis ça recommence. OK? Alors, l'examen, quand on l'examine, l'examen clinique est tout à fait normal en dehors de la rhinite, et la radio du thorax est normale. Bien. Alors, ici, la toux, elle est sèche, elle n'est pas grasse, d'accord? Mais on va voir les situations où la toux est grasse, et on va voir qu'est-ce qu'il a, ce petit enfant, après. Alors là, je passe rapidement. La toux est toujours grasse, mais quand je dis toujours grasse, c'est tous les jours que Dieu fait. C'est-à-dire, il n'y a pas d'épisode de toux sèche, grasse, etc.
il y a deux situations. Il y a l'obstruction nasale chronique avec jetage postérieur. Et pour moi, dans ma pratique de tous les jours, je trouve que c'est la situation la plus fréquente. Ce sont des enfants qui ont des rhinites répétées. Parfois, ce sont des rhinites virales répétées, récidivantes l'une dans l'autre. Parfois, ce sont des rhinites, de véritables rhinites allergiques. Ça peut être dû à une hypertrophie des végétations adénoïdes, parfois des grosses amygdales obstructives. Et ici, le passage par la case ORL est obligatoire. Ce sont des enfants qu'il faut savoir adresser à l'ORL pour avoir un examen ORL soigneux. Et le lavage des narines, corticothérapie nasale, antihistaminique, ça, en général, ça fait rentrer les choses dans l'ordre. Parfois, il est nécessaire de faire une adénoïdo-amygdalectomie quand vraiment les choses sont assez sévères. La deuxième entité, quand la toux est toujours grasse, et professeur Cohen en parlait hier, et Beauchois en a parlé tout à l'heure, c'est la bronchite bactérienne persistante. Alors, c'est une entité maintenant bien reconnue, c'est la Protracted Bacterial Bronchitis des anglo-saxons. C'est une toux grasse quotidienne, continue, isolée, pendant plus de 4 semaines. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit chronique et qu'il n'y a rien d'autre autour. L'enfant tousse gras. Le nez ne coule pas, la radio est normale, on fait l'examen ORL, tout est normal, il tousse gras tous les jours. Et ici, le diagnostic est difficile à faire parce que quand on examine, on ne trouve pas grand-chose et la radio du thorax est souvent normale. Et ici, le diagnostic est posé par un test thérapeutique, c'est le test après une antibiothérapie prolongée de 2 à 3 semaines et en général, on utilise l'amoxicilline acide clave. Donc, quand vous avez des toux grasses, tout le temps, tous les jours, avec un examen ORL normal, pensez à la bronchite bactérienne persistante, surtout si l'enfant a fait une affection respiratoire auparavant virale, ça peut être une complication. Alors, la deuxième situation, enfin la deuxième branche, c'est la toux est sèche ou bien sèche grasse. Et quand vous posez la question aux parents, la plupart du temps, ils ne savent pas. Est-ce que la toux est sèche? Je ne sais pas, docteur, si elle est sèche. Si vous avez de la chance, l'enfant il tousse devant vous et vous le savez là tout de suite. Après, il faut leur demander, est-ce que vous avez envie que votre enfant crache? Alors les parents, ils vous disent non, en général non, ça veut dire que la toux est sèche. Donc il y a des petits moyens pour savoir si la toux est sèche ou grasse. Alors, première situation, la plus fréquente, ce sont les infections virales récidivantes des voies aériennes supérieures. J'en ai parlé tout à l'heure, ce sont les toux récidivantes avec un intervalle libre. Mais parfois, l'intervalle libre est tellement court on a l'impression que ça dure tous les jours. En général, ça survient en période automno-hivernale ou lors de la mise en crèche ou à l'école ou la vie en collectivité. Il y a des fois des épisodes fébriles, parfois, donc il faut savoir les rechercher. Il y a une rhinite, une rhinopharyngite en général. La toux, elle va durer 2 ou 3 semaines, mais en général, au bout de la 2e semaine, elle commence à diminuer. Il faut demander aux parents. Et il me dit, mais docteur, mon enfant, il tousse toujours. Mais je dis, mais est-ce qu'il tousse toutes les heures comme avant ou bien toutes les 4 heures? Donc, c'est différent. Ce qui fait que quand la toux commence à s'espacer et à diminuer, il faut savoir patienter et dire c'est une toux post-virale. Ici, l'abstention thérapeutique est la règle. Il faut patienter jusqu'à à peu près 4 semaines parce que l'amélioration est très, très souvent spontanée. La deuxième situation, c'est l'asthme. Alors, la toux, rarement, ce n'est pas une situation fréquente. En général, l'asthme chez l'enfant, c'est un tableau clinique typique de sifflement avec gêne respiratoire. Rarement, la toux est le seul symptôme. Mais souvent, les parents, ils vous ramènent l'enfant parce qu'il tousse, ça les dérange. Et de temps en temps, quand vous mettez le stéto, vous leur demandez est-ce qu'il siffle? Ils vous disent non, il ne siffle pas. Mais quand vous mettez le stéto, vous pouvez entendre des tout petits sifflements. Et maintenant, dans des centres spécialisés, il y a même des appareils très sophistiqués qui peuvent mesurer le souffle, l'auscultation et qui disent oui, ici il y a des sifflements, ici il n'y en a pas. Bon, bref, ce n'est pas notre cas. Nous, dans notre pratique de tous les jours, il faut savoir demander à l'enfant quand il coopère de faire des expirations très profondes pour savoir s'il y a des sifflements en fin d'expiration. Alors là, ici, le diagnostic est orienté par l'atopie parentale, l'atopie personnelle, l'eczéma, la dermatite atopique, le prurite nasal, la conjonctivite allergique. Et en général, quand on fait un essai avec les bronchodilatateurs, ça marche, ça calme la toux. Okay? En général. Alors ici, le diagnostic peut être posé par une exploration fonctionnelle respiratoire avec épreuve d'effort si l'âge de l'enfant le permet, parce que ce n'est pas très, très évident à faire chez l'enfant de moins de 7 ans. Alors, parfois, on peut faire des prick tests ou demander des races si on n'a pas les prick tests à disposition. Et ici, le test thérapeutique est très important. On fait un test thérapeutique
soit lors de la crise avec du salbutamol, des bronchodilatateurs, ou les recommandations du GINA, c'est de faire un test thérapeutique au corticoïde inhalé pendant 1 à 2 mois et de voir comment les choses évoluent. L'amélioration sous corticoïde inhalé, puis la rechute à l'arrêt du traitement vous pose le diagnostic. Mais ceci dit, la toux isolée, complètement isolée, équivalent d'asthme, ce n'est pas une situation très très fréquente chez l'enfant. Alors, le reflux gastro-œsophagien, alors que d'enfants prennent des IPP, trop souvent incriminé parce qu'on a voulu calquer les toux chroniques de l'enfant à celles de l'adulte. Mais en fait, ça, c'est une pathologie de l'adulte. Chez l'enfant, ce n'est pas si fréquent que ça. C'est une pathologie trop souvent incriminée comme cause de toux chronique et surtout quand la toux est émétisante. Il y a une surprescription des IPP. Bon, heureusement que ça va beaucoup mieux maintenant. Il faut faire la preuve de la réalité du reflux par la pH-métrie qui doit montrer le reflux acide. Mais, ceci dit, même si à la pH-métrie on a des reflux acides, la corrélation toux-reflux, elle est très rarement retrouvée. Et en fait, ici aussi, on peut faire un test thérapeutique avec les IPP, mais uniquement si on a des signes digestifs. C'est-à-dire si vraiment l'enfant vomit, s'il régurgite ou si le grand enfant se plaint d'avoir des remontées, parce que ça peut arriver chez le grand enfant. Sinon, il ne faut pas le faire. Maintenant, la troisième situation, c'est que la toux, elle est toujours sèche. C'est-à-dire, il n'y a jamais d'épisode gras. Et ça, il faut quand même penser à la pollution, c'est-à-dire du domicile, au tabagisme passif. Il faut penser aux polluants domestiques parce qu'il y a certains enfants, vous avez vu tout à l'heure les récepteurs de la toux, qui peuvent être très sensibles aux composants organiques volatiles. La pollution atmosphérique, on le sait maintenant que chaque fois qu'il y a des pics de pollution atmosphérique, eh ben, les enfants commencent à tousser. Alors, je dis juste 2 mots sur la toux psychogène. La toux psychogène n'est jamais nocturne. C'est toujours la journée. Elle peut survenir la nuit quand l'enfant est réveillé, mais pas quand il dort. Quand il dort profondément, il n'y a pas de toux. Alors, il y a des toux réfractaires et des entités plus rares maintenant. On commence à parler de syndrome d'hypersensibilité à la toux ou bien d'hypersensibilité à la laryngée. Ce sont des personnes qui ont des récepteurs, on va dire, trop sensibles. Donc, chaque fois ils respirent une petite bouffée d'air froid ou bien un petit truc, ils vont commencer à tousser. Mais ceci dit, le diagnostic est quand même difficile à faire. Quand on revient à Ali tout à l'heure de tout à l'heure, bon, tout à fait normal, il n'a rien du tout. Les diagnostics possibles, 2 possibilités. Pour moi, perso, soit des infections répétées des voies aériennes supérieures, c'est le diagnostic que je retiendrai en premier, soit la toux équivalente d'asthme. D'accord ? Pourquoi ? Parce que sa toux, elle est sèche, grasse, sèche, etc. Elle a démarré en saison automno-hivernale lors de la rentrée en crèche. Il y a souvent de la rhinite associée. Les examens cliniques, les radios sont tout à fait normaux. Et donc, moi, je vais patienter un petit peu et demander aux parents de patienter, mais il faut qu'il y ait une coopération parent-médecin très confiante et très importante. Et on peut penser à une toux équivalente d'asthme également. Pourquoi ? Parce que le papa, il y a une petite atopie familiale, le papa a une petite rhinite allergique. On peut se dire, oui, peut-être que lui aussi. On fait un test au bronchodilatateur lors de l'épisode de toux en spray et au corticoïde inhalé pendant 1 mois. Alors voilà, grosso modo, quand la toux est isolée, persistante avec ratio normal, elle est toujours grasse. On fait un examen ORL, si on a une cause ORL, c'est OK. Si l'examen ORL est normal, il faut penser à la bronchite bactérienne persistante, test thérapeutique, antibiotique. Si elle est sèche, ou sèche, grasse, sèche, etc., il faut penser d'abord aux infections répétées des voies aériennes supérieures, attendre 2 jusqu'à 4 semaines et la résolution en général elle est spontanée, mais en tout cas il y a une amélioration très importante. Si on n'est pas dans cette situation-là, on peut faire ce qu'on appelle le test thérapeutique au bêta-2, au corticoïde inhalé. Alors si ça marche, c'est très bien, on va poser le diagnostic de toux équivalent d'asthme, mais en fait ce diagnostic n'est posé que s'il y a récidive à l'arrêt du traitement. D'accord ? Si échec, à ce moment-là, il faut peut-être reprendre l'histoire clinique, repartir de zéro, penser peut-être à l'hypersensibilité des récepteurs de la toux ou bien à l'hypersensibilité laryngée quand la toux est toujours sèche et tout à fait isolée. Alors, je réponds à la question place d'inhibisation, elle est très limitée. Les bêta-2
lors de l'épisode de toux, on fait une nébulisation, mais au bout du compte, on fait une nébulisation, on ne sait pas si c'est que le fait d'hydrater les voies aériennes qui a amélioré ou bien c'est le produit lui-même. Donc, en fait, ce qu'il faut faire si on veut poser le diagnostic, c'est d'utiliser un spray avec une chambre d'inhalation. Parce que dès qu'on donne du sérum et qu'on hydrate, eh ben, peut-être que la toux, elle va s'arranger. Maintenant, si la toux persiste beaucoup, on peut faire un essai et qu'on a vraiment... On se dit, bon, il y a un petit peu d'atopie, cet enfant, il a la peau un peu sèche, etc. On va essayer les corticoïdes inhalés pendant 1 mois et on voit comment les choses, elles se passent. Alors, c'est le seul corticoïde inhalé en nébulisation, c'est le budesonide. Mais franchement, moi, à mon avis, faire des nébulisations à des enfants qui, tout simplement, acheter l'appareil, préparer les nébulisations, il faut que ce soit propre, c'est matin et soir, c'est vraiment chronophage, c'est lourd comme traitement. Donc, en fait, il vaut mieux essayer des corticoïdes inhalés avec un spray et une chambre d'inhalation. Voilà, je l'ai mis, préférence tout de même pour l'aérosol doseur. C'est uniquement un test thérapeutique, d'accord? Et si ça marche, si la bonne réponse au traitement oriente fortement le diagnostic, la récidive à l'arrêt du traitement pose le diagnostic. Bon, je vous parle très très vite de la prise en charge en dehors des nébulisations. Les antitussifs rarement indiqués chez l'enfant et surtout chez le petit enfant de moins de 3 ans, d'accord? Le traitement étiologique, plus de 90% de guérison, fluidifiant mucolytique, mucorégulateur, peu d'efficacité selon toutes les études, mais nous, des fois, on est obligé de le donner en pratique privée quand les toux sont très sèches, ne serait-ce que comme placebo. OK? Alors, il y a les traitements non médicamenteux. Le miel, chez nous, au Maroc, on l'utilise beaucoup, le miel de la ruche. Mais il y a des études américaines qui ont montré que le miel, quand même, était plus efficace que le placebo comme antitussif. Et il y a les petits moyens qui peuvent rendre de grands services, faire inhaler de la vapeur d'eau chaude, laver les narines au sérum Phi. Il y a les bonbons à la menthe chez les enfants de plus de 4 ans. Bon, le massage thoracique au Vicks et à l'huile d'olive, c'est très, 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 très fréquent chez nous. Et en fait, le massage à l'huile d'olive avec une petite serviette dessus, ça peut aider. Vous savez, des fois, ça peut ne pas marcher, mais ça peut être un placebo. Boisson abondante et fréquente. Donc, en conclusion, la toux post-virale, elle peut durer jusqu'à 4 semaines. Il faut le savoir, parfois plus. Et il faut savoir patienter. La toux grasse isolée, mais complètement, et toujours grasse, et souvent en rapport avec une bronchite bactérienne persistante. La toux sèche nocturne isolée est rarement la seule manifestation d'un asthme. Donc la place des corticoïdes ou des bêta-2 en nébulisation ou en spray, elle est vraiment limitée. Et c'est vraiment utilisé uniquement comme test thérapeutique pour le diagnostic de toux équivalent d'asthme. Et j'ai fini. Voilà. C'est juste les références pour vous dire, voilà, d'où j'ai pris mes... Bravo, Rachid.